J'ai un scoop pour vous. Le prime de Raptor Dissident sur YouTube, c'était il y a 10 ans. Valek a commencé à poster des vidéos sur YouTube en 2014. Les entretiens chocs de Papacito en 6 ans. Et les banquets du Seigneur de Baptiste Marché, à peu près pareil. Je pense pas qu'on arriverait à citer d'autres formats qui ont autant marqué la droite d'internet, autant que ceux que je viens de citer. En fait, le constat que tout le monde fait à demi-mot et que personne n'arrive à poser. En fait, le constat que tout le monde fait à demi-mot mais que personne n'ose poser clairement, c'est que la droite d'internet est en train de mourir, mais surtout de perdre le combat métapolitique face à la gauche. Si on devait retenir une phrase, c'est que nous sommes devenus les rois des ouin-ouin et eux, le roi des clashs. Ça, forcément, sur le long terme, ça commence à se sentir, surtout que c'est le cas depuis plusieurs années. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la création de contenu métapolitique sur Internet? Je vais répondre à cette question en deux phases. La première, en dressant d'abord un constat le plus... Je vais répondre à la question dans un premier temps en dressant le constat le plus net possible, de manière à vraiment comprendre quels sont les différents changements auxquels on a assisté. Et ensuite, j'apporterai des solutions auxquelles j'ai déjà réfléchi et qui me semblent être les plus cohérentes pour faire changer et qui me semblent être le plus efficaces pour retourner la tendance et qui me semblent être les plus efficaces pour renverser la tendance. Vous êtes en train de regarder C'est Bizarre, les seules vidéos de YouTube qui remettent l'église au milieu du village. Jingle. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Bizarre. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Non mais attends, Qu'est-ce qu'il a? C'est bizarre, je ne l'imagine pas comme ça. Non. Retire-le. Non, franchement, retire-le. Est-ce que tu te sers du mode Study and Learn? Non. Ah bah voilà. Peu importe. Ah non, ah bah non. Il pourrait y avoir le mode Study and Learn 2000. Mais non, t'as jamais essayé Study and Learn? C'est bizarre, oh là là. Parmi les écrivains, lequel je vais vous citer. Non, titre personnel. Avant qu'on commence à faire ce fameux constat extrêmement important pour pouvoir faire notre développement, je voulais déjà vous remercier parce que la dernière vidéo a été extrêmement bien accueillie. J'ai gagné presque 200 abonnés avec. Et ce que j'ai compris pour l'algorithme, c'est pas tant les commentaires que vous avez lâchés, même si ça me fait extrêmement plaisir, donc continuez à les bombarder, 2 ou 3 par personne. Mais c'est surtout bombardez-moi cette putain de barre de like, s'il vous plaît. On s'assurera comme ça de dépasser les 10 000 vues par vidéo. Ça m'aide beaucoup. Faut d'abord avoir un constat chronologique sur la création de contenu politique à droite. Moi, je dirais qu'il y a eu, en gros, 3 phases, dont 2 principales. Il y a d'abord eu la période pré-Covid, ensuite il y a eu la période que j'appellerais la période de 2022, et ensuite, en dernière étape, la période après 2022. Ces 3 périodes sont extrêmement importantes puisqu'elles expliquent notre situation vis-à-vis de la création de contenu politique à droite sur Internet. Avant la période Covid, la droite d'Internet n'avait qu'un seul but, clasher et ridiculiser des gauchistes. Lorsque Papacito s'asseyait dans un fauteuil pendant 1h30, c'était que pour clasher des gauchistes. Lorsque le Raptor faisait des vidéos de 45 minutes sur les social justice warriors et les féministes, le but c'était de les décrédibiliser au maximum. Lorsqu'on regardait Éric Zemmour à la télévision ou un débat de Julien Rochdy, on aimait les voir humilier des gauchistes. Toute la création de contenu sur Internet n'avait que pour but de dépolitiser nos adversaires par le ridicule, en les dépeignant grossièrement avec des traits caricaturaux, en les attaquant même sur le physique et ou sur les idées. Le but principal était que les jeunes ne puissent pas se reconnaître dans les figures de gauche. On pourrait citer à l'époque Marion Séclin. En fait, tellement ces personnes-là se faisaient ridiculiser à longueur de journée que personne ne voulait s'identifier à eux. Ils se faisaient ridiculiser par nos créateurs de contenu politique. C'était la fameuse culture d'internet avec les mèmes, les clashs, les vidéos extrêmement rapides. Le but c'était pas de développer des idées politiques, c'était vraiment de décrédibiliser l'adversaire, c'était le clash. En parallèle de tout ça, les créateurs de contenu, ils avaient une certaine incarnation de leurs idées politiques. Baptiste Marché, c'était un campagnard. Pacitos, c'était le sudiste. Le Raptor Dissident, c'était le go muscu. Et Valek, c'était le mec des Balkans un peu bizarre avec qui on voulait pas se frotter. Et ça a donné ce fameux âge d'or de la piraterie. En gros, déjà à l'époque, quand il y avait une personne qui commençait à dire de gauche, ça faisait... Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas... C'était ça qui était magnifique, c'était la capacité de ces créateurs de contenu à rendre les gauchistes complètement golemons, bizarres et débiles, qui a donné cet âge d'or de la politique. Et ensuite est arrivé le Covid. C'est la fameuse période de 2020 à 2022 qui est une période extrêmement bizarre sur les créations de contenu, puisqu'il y a eu la première phase qui a été le Covid, mais avec tout ce que ça a impliqué sur les réseaux sociaux en termes de répression. À l'époque où Twitter c'était pas le réseau d'Elon Musk, à l'époque où TikTok pouvait vous censurer des vidéos mais sur un claquement de doigts, j'ai perdu 2 comptes Twitter, 2 comptes TikTok. Et ça c'était ma modeste expérience, mais c'est là que les créateurs de contenu ont subi une répression terrible à la fois
à la fois de la part des plateformes, YouTube, Twitter, Meta, avec leurs chaînes qui ont sauté, mais aussi une répression extrêmement violente de la part de l'État. De la part de l'État et de la société civile plus généralement. Il y a eu les fameuses polémiques avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont vu leurs comptes bancaires se faire sauter. Les discours qui étaient anti-pass vaccinaux ont été strike. Mais surtout, ils se sont rendus compte que même s'ils faisaient rire tout Internet et arrivaient à assembler des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines, eh ben ils n'arrivaient pas à en vivre, ce qui était extrêmement problématique, puisqu'ils n'avaient pas accès à la rémunération classique des plateformes ou les fameux sponsors autres que Raid Shadow Legends. Et en même temps, en parallèle de ça, il y a eu la fameuse élection de 2022 qui a donné un nouvel essor à la création de contenu politique sur Internet, évidemment. Mais en même temps, ça a été extrêmement spécial puisque pour la première fois, le camp de l'extrême droite a été divisé entre les pro-Zemmour et les pro-RN. Ça a été une première scission qui a donné aussi des tensions au sein des différents créateurs de contenu politique. Et clairement, cette période qui aurait dû être un boom médiatique pour tout le monde, elle a été beaucoup plus compliquée qu'escomptée. Et c'est surtout à partir de cette époque, et c'est surtout au milieu de cette période, mais c'est surtout à partir du milieu de cette période que le contenu de droite a tenté de s'intellectualiser, et il a suivi en parallèle du RN qui faisait sa campagne de dédiabolisation, et en parallèle, les créateurs de contenu, ils ont voulu avoir aussi une sorte de probité plus importante. Ils ont voulu sortir de cette frange un peu gogol, dans laquelle il y avait des insultes, des gros mots, et en même temps c'est assez logique parce qu'ils ont aussi vieilli pendant cette période-là, et que le contenu que tu faisais à 20 ans, tu veux pas forcément faire le même à 30, ça s'explique. Donc du coup, à partir des élections présidentielles de 2022, on a vu apparaître un nouveau type de contenu beaucoup plus intellectuel, dans lequel on mettait en avant des personnes ou des idées pendant plusieurs heures. Ça a été l'apparition par exemple des formats d'interviews. Pendant 1h30, vous aviez une personnalité politique qui était interviewée sur ses idées, sur son histoire, etc. Et c'est ce qui a plutôt bien fonctionné, parce qu'en période présidentielle, c'était les choses qui intéressaient les gens. Les gens ont cru que c'était le futur de YouTube et de la droite d'Internet, et ils l'ont continué, ils ont poncé le système à fond. C'est pour ça que depuis 4 ans, le format principal à droite, c'est les interviews d'1h30, qui concernent grosso modo 20 ou 30 personnes différentes que vous voyez passer sur toutes les chaînes. En réalité, ça n'a pas été le seul format qui est apparu à partir de 2022. Il y en a eu 2 autres. Le premier, c'était un contenu fait par des créateurs de droite, que je pourrais appeler la news, tout simplement, avec des grands youtubeurs qui ont décidé de faire des formats news, donc prendre des news et les lire pendant 10 ou 15 minutes. Désolé de les résumer comme ceci, mais en réalité, c'est un peu le cas. C'est pas une attaque personnelle, c'est vraiment, encore une fois, qu'un simple constat. Il n'y a pas de jugement. En tout cas, pas pour l'instant. C'est terrible, mais grosso modo, pendant 15 à 20 minutes sur une vidéo, les gens se retrouvent à chouiner à propos de l'actualité, des propos tenus par tel gauchiste, bref, de la réaction comme la droite est capable de le faire le plus purement. Et enfin, le troisième point, et le plus bizarre, ce genre de contenu, c'est un contenu qui est à la fois sûr, facile à créer, qui permet d'obtenir des revenus stables et sûrs, et qui demande pas non plus un génie particulier comme pouvaient être à la fois les Raptors dissidents à l'époque ou Papacito dans ses entretiens chocs. Et enfin, troisième contenu consommé par les droitards sur Internet et qui paraît assez bizarre, c'est le rage-bait des gauchistes. Donc en fait, collectivement, les droitards aiment bien s'énerver sous les publications, donc en donnant de la visibilité aux gauchistes. Je pourrais donner Radio Nova, mais en fait, il y a tellement de créateurs de contenu de gauche qui sont propulsés par les commentaires haineux des droitards qu'en fait, on pourrait quasiment tous les citer. J'en avais fait une vidéo il y a une semaine, mais bon, elle a été bannie par Ilan Gabé. Vous connaissez la suite. Et en fait, justement, cet élément de consommation des droitards, il permet aussi de pouvoir faire un constat sur l'évolution de la création de contenu par les gauchistes sur Internet. En réalité, les gauchistes, depuis 2022, ils font littéralement ce que faisaient les droitards en 2016. Ils nous clashent. Ils nous clashent en permanence. Ce que je vous décrivais tout à l'heure, le processus de dépolitisation par le ridicule, le fait d'empêcher une jeunesse de s'incarner à travers des personnalités de droite, c'est exactement ce que font les gauchistes depuis 3 ans. Ils font tout pour que toute une jeunesse ne puisse pas s'incarner dans des personnages comme Vincent Lapierre, qu'ils ridiculisent au fur et à mesure de ses vidéos, pour pas que les jeunes femmes puissent se reconnaître en Alice Cordier en taillant son physique à tout bout de champ, pour qu'ils ne puissent pas se reconnaître non plus dans Jordan Florentin, puisqu'il passe son temps enfariné, insulté, craché et moqué. Bref, c'est la décrédibilisation, empêche l'incarnation, donc le fait qu'ils puissent les suivre, et donc du coup d'être plus ou moins sujets à leurs idées politiques. Et en plus de ça, ils trichent dans ce problème. Et en plus de ça, eux, ils ne connaissent pas ce problème que les droitards ont connu, du problème de l'argent.
ils sont tellement subventionnés qu'ils peuvent continuer à faire ce constat et qu'ils peuvent continuer à faire ces vidéos clash en permanence sans être inquiétés, puisque derrière, la paye, elle finit par tomber à chaque fin de mois grâce aux subventions en partie. Il y a 2 exemples pour illustrer mes propos qui tombent à pic. Il y a Radio Nova, qui a été racheté par Pigas il y a 2 ou 3 ans, qui leur permet de donner une tribune à du clash à haute intensité, avec des propos absolument abjects, qui vont faire surréagir tout le monde, tout en empêchant qu'ils se fassent strike sur les plateformes. Et d'un autre côté, j'aimerais donner d'autres exemples, mais je ne suis pas sûr que vous voyez de qui je parle. C'est 2 journalistes de l'Humanité, qui sont des jeunes à peu près de mon âge, qui ont évolué sur la même plateforme que la mienne, c'est-à-dire TikTok, qui ont eu cette surexposition et payés par l'Humanité elle-même, qui est le journal le plus subventionné en France, je crois, leur permettent de pouvoir faire toute une qui leur permettent de faire une quantité monstrueuse de vidéos moqueuses, subventionnées, donc payés. À la fois, ils arrivent quand même bien à incarner leurs propres idées, c'est-à-dire qu'ils font quand même propre sur eux, ils ont quand même l'intellect pour faire quelques vannes pertinentes de temps en temps, mais c'est surtout que puisqu'ils n'ont rien à perdre, ils peuvent y aller franchement les gars. Déjà les vannes, ils le font pas sur leur propre compte personnel, mais sur le compte de l'Humanité. Ensuite, ils sont payés pour ça. Évidemment que ça leur donne un coup d'avance sur les droitards, voire même 4 ou 5 plutôt. Donc du coup, en parallèle d'avoir une droite qui a essayé de s'intellectualiser, qui a abandonné le clash, qui a voulu rentrer un petit peu plus dans le moule et ne plus être les méchants, les gauchistes ont commencé à sortir les crocs et à nous tailler dans tous les sens. En ayant en plus de ça l'appui financier, soit de l'État, avec les subventions publiques, soit de milliardaires privés. Ça, c'est le constat qui nous mène et ça, c'est l'ensemble des éléments qui nous permettent de pouvoir dresser ce constat, c'est que, quand on est un jeune droitard ou un jeune collégien, lycéen qui commence à réfléchir aux idées politiques et qu'on traîne sur internet, on se fait chier. On n'a pas envie de regarder des interviews d'1h30 d'Éric Zemmour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle floppe aujourd'hui sur des grosses chaînes, même comme sur Frontières. On n'a pas envie de voir Vincent Lapierre ou Jordan Darrow. On n'a pas envie de regarder Vincent Lapierre On n'a pas envie de regarder Vincent Lapierre on n'a pas envie de regarder Vincent Lapierre ou Jordan Florentin se faire encore une fois bousculer en vidéo. On préfère tomber par hasard sur les sketchs de Radio Nova qui taillent le front d'Alice Cordier. C'est terrible comme jeu, mais c'est les règles du jeu avec lesquelles on jouait de base et qu'ils nous ont piqué. Mais donc du coup, une fois qu'on fait ce constat, le plus important, c'est pas juste de chouiner sur la situation, ça va être de pouvoir dresser, mais ça va être plutôt d'apporter des solutions possibles, et surtout qu'elles soient efficaces, sinon ça n'a pas de sens. En fait, les solutions, elles vont différer des personnes à qui il faut s'adresser. Les premières personnes à qui il faut s'adresser, ça va être les créateurs de contenu politique. Pour moi, ils ont une part de responsabilité évidente dans la création de contenu sur Internet, puisque c'est eux qui lancent ou pas des vidéos. Et ils doivent faire plusieurs choses pour améliorer leur contenu. Je dis ça comme si j'étais un ancien, alors que je suis un jeune qui a juste les crocs. On va juste me dire non, tu t'es trompé. On va juste me dire Saruman. Mais en fait, je pense que trèfle de plaisanterie. Je pense quand même que ça va être trèfle de plaisanterie. Moi, je pense quand même avoir des conseils intéressants à apporter. Et puis en fait, soit les gens ils sont d'accord avec moi, soit on me dit de me taire et puis et puis je retournerai sur TikTok pour gratter 400 balles de monétisation par mois. Mais donc du coup, la première chose que les créateurs de contenu sur Internet doivent faire, c'est sortir de leur chambre. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait l'effort de faire un travail en dehors d'Internet, comme si leur travail sur Internet était totalement indépendant du travail politique un peu plus classique au sein d'institutions ou de partis. Il y a tout un travail de relations à se faire avec des entrepreneurs, des politiciens, des journalistes, qui est tout aussi important que réussir à créer une communauté engagée sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, il est évident que les personnes qui sont issues de partis politiques plus traditionnels n'aient pas peur de tendre la main vers les droites, et en particulier vers les créateurs de contenu politique. Ça doit aller dans les deux sens, mais je pense que ceux qui doivent faire le premier pas, c'est les droitards, parce que ce sont eux qui ont le plus de choses à gagner dans cette situation, vis-à-vis, en tout cas, de leur situation personnelle. Puisque ça sera en améliorant leur situation personnelle qu'ils pourront ensuite, justement, arriver au deuxième conseil que je pourrais donner, c'est-à-dire viser plus haut, viser plus loin, être beaucoup plus ambitieux dans la création de contenu. Pitié, arrêtez de faire des vidéos nulles. Mais arrêtez de faire des vidéos nulles. Des personnes qui sont présentes depuis 10 ans sur Internet, dont le métier c'est de faire de la revue d'actualité. Je suis persuadé que ces personnes-là pourraient créer des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, fonder des structures, réinvestir l'argent, créer des nouvelles émissions. Même si c'est vrai que c'est une zone de confort
qui est importante à conserver parce qu'il y a des situations personnelles avec des conditions matérielles à préserver, en réalité, il va falloir qu'il y ait un nouvel engagement de leur part pour créer autre chose que ce qu'ils produisent aujourd'hui qui, factuellement, ralentit les idées de droite sur Internet. Bon, comme je l'ai dit, il faut que les partis tendent la main vers les personnalités d'Internet. Moi, je trouve ça scandaleux, plusieurs choses. Le premier... c'est d'un point de vue de ma situation personnelle, je me rends compte qu'il n'y a personne qui m'a tendu la main. Moi, je suis une machine à faire des vues, en réalité, sur les différentes plateformes, TikTok, Instagram, Facebook. Chaque mois, je cumule entre 10 et 15 millions de vues par mois. En fait, il n'y a pas une institution, il n'y a pas un parti, il n'y a pas un média qui s'est penché sur mon cas et qui s'est dit « Ok, il faut qu'on réfléchisse à un plan d'action de comment investir ces plateformes avec l'aide de ce genre de créateurs de contenu politique. » Là, je parle de ma situation personnelle parce que c'est celle que je maîtrise le plus, mais ça, c'est exactement le cas avec des créateurs de contenu beaucoup plus anciens, comme Papacito, Raptor, Valek à l'époque. Je trouve ça scandaleux que ces personnes-là n'aient pas été promues par notre système de droite. Les grandes chaînes de télévision comme CNews, etc., auraient dû donner des plateaux, des émissions, des moyens à des mecs comme Papacito et Raptor. Ce sont des gars qui, avec très peu de moyens, ont réussi à faire tellement de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient eu un plateau à heure de grande audience? Il faut que les deux se croisent et combinent leurs forces. Parce qu'en face, c'est exactement ça qu'ils font. En réalité, ils ont créé tout un écosystème dans lequel les partis, les influenceurs, les médias et les subventions s'alimentent tous les uns les autres et permettent de pouvoir créer du contenu en permanence qui soit payé, assuré, et qu'il n'y ait pas tant de risques à faire le travail qu'ils font. Du coup, on arrive au dernier conseil que je pourrais donner, cette fois-ci aux consommateurs sur Internet. Pitié, commencez à consommer du vrai contenu. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à consommer des contenus qui vous mettent mal, qui vous énervent, qui vous mettent en colère? Vous regardez des revues d'actualité sur des actualités qui sont glauques, qui vous confirment en permanence le constat que vous faites sur la France, sur le fait que ça devient petit à petit un vrai shithole. Je suis désolé, mais c'est pas un choix qui est judicieux dans votre consommation contenu. Vous avez de l'énergie à revendre, bâtissez-vous une situation économiquement stable pour vous en sortir. Les vidéos sur les news, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'utile et d'efficace, mais sur les primos arrivants, sur les personnes qui cherchent à se convaincre, qui ont quelques doutes ou qui ont besoin d'avoir une nouvelle vision de l'actualité que ce qu'on leur a donné depuis 15 ans. Mais une fois que vous êtes déjà au courant de la situation, arrêtez de vous mettre en colère en regardant des vidéos de Reg El Gorilla, arrêtez de regarder des revues d'actualité sur des actualités qui vont vous foutre le moral à zéro, et décidez que si ça ne vous plaît pas ou que ça vous met pas bien, vous arrêtez de les regarder, et que vous décidez de regarder que les contenus qui sont amusants, qui vous intéressent, qui vous stimulent, qui vous plaisent, ou qui vous font sortir de votre réalité un petit peu morose. Ça, c'est un choix de consommateur, comme le consommateur finit par manger de la viande de meilleure qualité plutôt que finir à manger du halal, même si c'est moins cher. C'est vous et votre consommation qui a la possibilité d'influencer ce que vont faire les différents médias ou les différents créateurs de contenu politique. Là, je suis persuadé maintenant que Frontière, en voyant le bid que l'interview de Éric Zemmour a faite sur leur dernière vidéo, qu'ils vont plus le refaire. Et bien, continuez, entre guillemets, à mettre la pression aux différents créateurs de contenu en ne regardant pas leurs vidéos qui sont de faible qualité ou qui sont médiocres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais que 5000 vues par vidéo. C'est juste que mon contenu, il pue sa grand-mère. Voilà, je pense avoir réussi à dresser un constat. Je pense avoir réussi à dresser un constat le plus honnête et le plus partial de la situation sur la droite d'Internet. Je pense aussi avoir apporté des solutions qui sont concrètement assez faciles à mettre en place, qui arrangeraient en réalité tout le monde et qui nous aideraient et qui nous permettrait de nous aider beaucoup plus, surtout avec la période présidentielle qui arrive dans les prochains mois. Bref, moi c'était le Braque, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas encore une fois à bombarder les likes si vous oubliez de le faire, moi c'est ce qui m'aide le plus par rapport au référencement. Mettez quelques commentaires, ça m'aide également. Et puis pour le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ici, c'était le Braque. Ciao. Ciao.